Merci de nous rejoindre sur le stand G39 de l'enseignement catholique, pour ne pas répéter l'erreur que j'ai faite tout à l'heure. Et dans le studio qui a été aménagé dans ce stand, studio radio d'où nous vous parlons depuis maintenant hier et jusqu'à demain midi, nous recevons des invités, tous aussi intéressants et divers les uns que les autres. Nous allons parler, dans quelques instants, nous allons parler moyens, nous allons parler argent, nous allons parler taxes, les moyens pour l'enseignement catholique d'accomplir la mission qui est la sienne, les missions qui sont les siennes. Et pour ce faire, nous avons autour de cette table la plus jeune sénatrice de France et en même temps la plus jeune des femmes jamais élues. J'ai nommé Madame Christiane Lavarde. Merci et bonjour. Merci, bonjour. Sénatrice des Hauts-de-Seine. À ses côtés, le maire de Meudon, Denis Larguero. Merci, bonjour. Et nous sommes accompagnés, comme cela nous arrive de temps en temps, par Yann Diraison, qui est le secrétaire général adjoint de l'enseignement catholique. Donc je disais, on va parler argent, on va parler peut-être manque, on va parler moyens, peut-être parler moyens d'abord, et peut-être faire un petit état des lieux avec vous, Yann Diraison. L'état des lieux, qu'est-ce qui manque en termes de moyens? Qu'est-ce que sont les problèmes ou les déséquilibres d'ordre financier qui pourraient être éventuellement résolus et qui permettraient peut-être de travailler plus facilement? Quand on parle de moyens pour l'enseignement catholique, on parle de deux types de moyens très différents. L'un, les moyens de l'État, c'est globalement les moyens d'enseignement. On en a parlé hier et ce matin, c'est la fameuse règle du 80-20, j'y reviens pas. Mais il y a ensuite tous les autres moyens qui sont notamment les dotations des collectivités territoriales dont on a aussi parlé ce matin. Et puis il y a quelques questions alors d'une complexité assez rare, j'en conviens, qui sont liées au statut de nos établissements, au statut de son immobilier et au fait que cette question-là aujourd'hui dans notre pays n'a pas été tranchée. Il n'existe pas un statut clairement défini des établissements d'enseignement privés sous contrat. On a un statut des enseignants, on a un statut des élèves, mais l'établissement lui-même, on ne sait pas trop ce qu'il est. Ça aboutit par exemple, un exemple concret, à ce que lorsqu'on traite, c'est un des sujets que nous travaillons avec Madame Lavarde, lorsqu'on traite de la question de la taxe foncière, eh bien nous sommes assimilés à des établissements commerciaux, voilà, parce qu'on ne sait pas où nous mettre autrement. Voilà. C'est un des sujets sur lesquels on s'est prononcé au moment de la préparation des élections générales de 2017 en demandant à ce qu'on se mette au travail de la rédaction d'un statut des établissements d'enseignement privé dont vous savez qu'ils ont d'abord comme première caractéristique d'être à but non lucratif et du coup les classer pour toutes les catégories dans les établissements commerciaux, ça coince un peu. Madame Lavarde, pour aborder les problèmes complexes, il faut y aller avec des idées simples. Quelles sont, selon vous, les solutions peut-être pour répondre aux problématiques que vient d'exposer M. Diraison? Alors les solutions, pour le coup, elles sont simples. On sait, il suffit de venir modifier la loi. Donc le plus difficile aujourd'hui est d'arriver à convaincre le gouvernement de la difficulté qui se pose. Et en fait, l'enseignement catholique est un peu victime indirecte de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels, puisque c'est de là que vient tout le changement de la fiscalité locale, qui a eu des incidences très fortes sur la taxe foncière des établissements publics. Et aujourd'hui, il faut qu'on arrive à faire entendre au gouvernement que les établissements d'enseignement sous contrat à but non lucratif avaient une pratique usuelle de bénéficier de commodas ou de loyers à titre gracieux ou 1 euro symbolique, chose qu'aujourd'hui l'administration fiscale ne veut pas entendre. Elle considère que ces loyers nuls, ces commodas sont des valeurs aberrantes et elle les retire au moment de venir calculer la moyenne. Donc on se trouve dans deux situations, soit une moyenne qui est majorée puisqu'on ne prend en compte que les loyers existants, soit la situation qui est encore la plus défavorable, qu'on se trouve sur un échantillon qui est trop faible. Et à partir de ce moment-là, on fait basculer les établissements d'enseignement sous contrat à but non lucratif dans l'autre catégorie, à savoir les établissements d'enseignement à but lucratif. Donc c'est simple. La phrase, on sait l'article qu'il faut aller modifier dans le Code général des collectivités territoriales, dans le Code général des impôts. Aujourd'hui, voilà, tout l'objet, et ça fait déjà
plus d'1 an qu'on est sur ce dossier, puisque nous avions déjà déposé des amendements l'année dernière, qui avaient été votés par le Sénat. En commission mixte paritaire, on m'a opposé que je ne comprenais rien et que c'était un faux problème. Donc je pense qu'aujourd'hui, après 1 an d'échanges continus entre le cabinet des ministres et le secrétariat général de l'enseignement catholique, on a réussi à faire avancer un peu le sujet. Il y en a encore une seconde étape à franchir. Je suis convaincue qu'elle sera de nouveau franchie au Sénat dans les prochaines semaines lors de l'étude de ces articles. Maintenant, tout l'enjeu est bien de venir convaincre les députés, puisqu'on ne demande rien. Enfin, aujourd'hui, c'est les collectivités locales qui sont prêtes à venir diminuer leurs ressources financières, qui par ailleurs diminuent, en disant que oui, il n'y a pas de raison, puisqu'elles aident même l'enseignement catholique dans les missions du quotidien. Et aujourd'hui, les établissements d'enseignement scolaire dits publics, eux, ne payent pas de taxes foncières. C'est-à-dire que les communes ne reçoivent pas de recettes pour ces locaux-là. Et elles disent c'est la même chose pour l'enseignement sous contrat. Voilà. C'est ce qu'on demande. C'était déjà le cas dans le passé avant, donc avec des montants de recettes très faibles. On ne demande pas à avoir des recettes de taxes foncières des établissements publics privés qui augmentent considérablement, mais dans des proportions qui sont, dans les Hauts-de-Seine, pour le dossier que je connais le mieux, c'est jusqu'à plus de 300%. C'est pas soutenable. Surface. Oui. En plus, on ne parle pas de petites surfaces. On parle de surfaces qui sont importantes, qui sont même très très significatives pour certaines d'entre elles, qui participent de la respiration aussi urbaine, qui participent de l'urbanisme, de choix urbanistiques dans une ville. Et donc, on parle de sommes très significatives pour l'enseignement catholique, mais on parle aussi pour nos villes, nos communes, et d'ailleurs celles qui se trouvent dans la première couronne parisienne, ou en tous les cas dans les métropoles, quelles qu'elles soient. On a une notion de densité qui fait que ces surfaces dont on parle, elles sont aussi une façon de respirer dans la ville, une façon d'être dans la ville qui est différente. Et on touche là non seulement effectivement au sujet de la fiscalité dont Christine a parlé, mais aussi de l'urbanisme. Et c'est important que nos représentants et que le gouvernement ait aussi cet aspect en tête au moment de décider. Sachant que peut-être pour abonder dans le même sens, ces locaux ne sont pas des locaux fermés. Enfin, j'ai en tête les exemples de Boulogne-Billancourt où les gymnases servent aussi à des associations dans le temps non scolaire. Donc c'est bien aussi des bâtiments qui ont un usage ouvert sur l'ensemble de la population. Donc on ne viendrait pas donner un avantage à une catégorie particulière, puisque au-delà de ça, ce sont bien des biens qui profitent à tout le monde. Et effectivement, quand on a des jardins ou des espaces verts, ça participe aussi de toute la politique de la ville, où on nous demande de construire des îlots de verdure pour permettre notamment d'abaisser la température extérieure pendant les pics de chaleur. Donc voilà, ce sont effectivement, comme le disait très bien Denis Larguero, des sites qui sont utiles au bien commun. Monsieur dit raison, on n'est pas du tout dans l'idéologie, là. On est à la limite dans l'absence de bon sens, non, de la part d'une administration. On est dans un effet qui n'a pas été anticipé de la réforme de 2013 des valeurs cadastrales, pas anticipé alors, par le gouvernement à l'époque et par même le texte de loi, pas anticipé, il faut le reconnaître aussi par nous, parce qu'on n'avait pas du tout envisagé ce type de fonctionnement. On est aussi quand même dans une illustration, ça va être mon moment désagréable de la journée, j'ai le droit qu'à un par jour, mais dans l'illustration de ce qu'une administration peut faire quand elle n'écoute pas les élus qu'on vient d'entendre et qu'elle n'a qu'une seule idée qui est que, comme la règle est celle-là, on va taxer aussi tous les jardins, tant pis, même s'ils participent à la réspiration, c'est pas grave, il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye. Mais voilà, quand vous voyez Madame Lavarde parler d'établissements qui voient leur taxe foncière monter de 300%, on n'a que deux solutions pour cela. Hein. Ou bien il faut qu'on ferme nos établissements ou qu'on réduise la surface, ou il faudra qu'on demande plus aux parents pour payer les 300%. On est tout près de l'absurde quand même. Sachant qu'on ne parle pas en plus que du confessionnel, mais on parle aussi potentiellement des écoles non confessionnelles. Oui, ça n'a rien d'idéologique. Pour rebondir sur votre question, on n'est absolument pas dans une question, dans un sujet idéologique. Ça concerne les écoles, quelles qu'elles soient, non confessionnelles et non confessionnelles. Et quand on voit la pression aussi et l'attente des parents au regard de ces écoles, de deux choses l'une. Soit l'État se donne les moyens de les accueillir avec ses moyens à lui, ce qui n'apparaît pas être le projet
en tous les cas actuellement, soit il laisse des co-constructeurs, des co-contributeurs du service public le faire à sa place ou avec lui, confessionnel ou pas. Et donc je pense que ça aussi, c'est un argument qui doit être pris par l'État parce que en compte très profondément, parce qu'il y a un sujet au fond de service public aussi. Il y a toujours un sujet de service public derrière la fiscalité. Madame Lavarde, pardon d'y revenir, mais on vous oppose quoi comme argument? Je veux dire, qu'il s'agisse de vos confrères et consoeurs parlementaires de l'Assemblée nationale ou qu'il s'agisse, pourquoi pas, de la direction du budget ou de Bercy de manière générale. Alors l'année dernière, je pense que le nouvel gouvernement qui est arrivé découvrait le problème, donc a opposé le fait de dire que ça ne relevait pas du domaine de la loi et que tout ça pourrait être réglé par des textes réglementaires. Bon, un an plus tard, on voit bien que ce qui peut être réglé par des textes réglementaires va l'être normalement dans les tout prochains jours. Nous avons bon espoir et qu'ensuite, il y a des choses dont on est sûr, c'est du domaine législatif. Donc cette année, on viendra de nouveau, arguments à l'appui. Voilà, ça, après, c'est soit on veut faire bouger les choses, soit on ne veut pas les faire bouger. Mais on aura au moins un message clair. On saura si le gouvernement est prêt à dire que les collectivités hébergent sur leur territoire l'ensemble des catégories. Parce qu'on parle bien là de l'enseignement à but non lucratif. On ne vise pas les écoles de commerce, les boîtes à bac, enfin tout ce qui peut exister après dans le monde parallèle de l'enseignement. On parle bien d'établissements dont le contenu pédagogique est validé par l'éducation nationale, dont les professeurs sont rémunérés par l'éducation nationale. Donc on parle juste d'une complémentarité entre ce qui peut être offert par le service public. Il n'est pas question de ma part de vous entraîner sur un terrain politique, mais M. Darmanin n'est pas un opposant de l'enseignement catholique, ni d'ailleurs de l'enseignement de manière générale. Vous avez déjà eu l'occasion d'en parler avec lui ou pas? Alors avec lui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Jean-Michel Blanquer soutient tout à fait la démarche et j'avais eu l'occasion de l'interpeller à plusieurs reprises quand il vient au Sénat. Donc on sait qu'on a son appui, donc on a le ministère de l'Éducation nationale qui est derrière nous. Et j'avoue que ce que j'ai du mal à comprendre, c'est le blocage, puisque là, en plus, on est sur un sujet qui ne concerne pas directement les recettes de l'État. Enfin, les recettes de taxes foncières, derrière, elles viennent aux collectivités territoriales. Donc, et puis on n'est pas non plus sur des montants à l'échelle microéconomique, à l'échelle d'un établissement, ce sont des montants colossaux. Quand on rapporte tout ça à l'échelle du budget de l'État et du budget des collectivités et des transferts, on parle vraiment de sommes qui sont ridicules. Oui, monsieur Diraison. Je crois qu'on est plus dans une affaire un peu d'inertie, voilà, on peut le dire comme ça. Sans doute aussi de frilosité de l'administration. J'espère qu'on n'est pas dans une affaire idéologique, que si on modifie la loi, on va encore donner l'impression qu'on fait des cadeaux au privé. C'est des choses qu'on entend de temps en temps. Mais je trouve très juste ce que disait M. Larguero, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une logique de complémentarité. Depuis qu'on est ici sur le salon, on a reçu hier et ce matin plusieurs élus qui sont venus nous voir en nous disant on souhaiterait que vous vous implantiez sur notre commune, on souhaiterait que vous participiez à un élargissement de l'offre de la mixité sociale sur notre commune, et on pense que ça peut passer par vous. Voilà. Alors on a ce type de demande de la part d'élus, et puis on est de l'autre côté coincé par des règles qui datent un peu d'un autre âge sur la question des taxes foncières, mais aussi par exemple sur le non-financement de toutes les constructions immobilières. De manière plus globale, vous l'évoquiez tout à l'heure en introduction, mais il y a un certain nombre de règles auxquelles on s'est habitué, des règles de répartition par exemple, le fameux 80-20, mais il y a aussi de nouvelles obligations qui sont apparues, il y a des nouveaux territoires ou des territoires qui ont évolué d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'il est envisageable de faire preuve, j'allais dire, d'intelligence, c'est-à-dire de pouvoir adapter les moyens aux obligations, aux devoirs et aux situations? Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable ou c'est purement utopique? Disons que ça ne relèvera pas que de nous. Voilà. Ce qui est certain, c'est que l'offre éducative, elle est une des préoccupations majeures des maires et des élus locaux, parce qu'on voit bien que c'est de là que tout part, que tout commence.
et que ensuite, d'une certaine manière, l'équilibre d'une ville, l'équilibre d'une collectivité, elle se construit dans ces écoles, elle se construit dans le climat qui peut exister entre une communauté éducative, entre les générations, entre des personnes qui ont vocation à vivre dans la durée ensemble. Et effectivement, cette vie de la mixité et du brassage que nous souhaitons, que nous entretenons aussi d'une certaine manière, par politique d'urbanisme volontariste. Par exemple, à Meudon, on est au-delà des 25% de logements sociaux. Donc là encore, on n'est pas du tout dans les questions d'idéologie. On est dans les questions que l'enseignement privé, qu'il soit confessionnel, encore une fois, ou non confessionnel, est un outil, est plus que ça, à montrer sa capacité justement à aller chercher ces jeunes, à les faire grandir et à les amener à être vraiment contributeurs de l'équilibre et de la communauté vraiment vivante d'une ville. Je prends qu'un exemple très frappant à Meudon, c'est le village éducatif Saint-Philippe qui reçoit les jeunes les plus en difficulté de tout le département des Hauts-de-Seine. Il y a plus de 600 jeunes. Ces 600 jeunes qui sont accueillis à Meudon, ils posent moins de problèmes que les gamins du lycée ou du collège public d'à côté en termes de tranquillité publique. Ils posent moins de problèmes parce qu'ils sont accompagnés, parce qu'il y a des professionnels qui travaillent et qui donnent leur vie à ce sujet-là. Et donc on voit bien qu'il faut prendre le sujet par le concret, par ce qu'il rend sur le terrain, plutôt que d'essayer d'affecter à chacun une tâche. Et si on devait dire, eh bien, c'est à l'éducation nationale de faire le creuset, de faire le melting pot et de s'occuper des enfants difficiles, si on regardait concrètement sur le terrain, on verrait que ce n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Si vous prenez à Issy-les-Moulineaux, Collège Saint-Nicolas, si vous le prenez à Meudon, village éducatif Saint-Philippe, que j'ai déjà cité, ou la Source, les élèves les plus difficiles, les élèves qui ont besoin d'une pédagogie différente, moi, ma réalité, sur mon terrain, ils sont pris en charge où ces élèves-là? Ils sont pris en charge dans le privé, non confessionnel ou confessionnel. C'est ça, et ça c'est une leçon du réel, du terrain. C'est pas une projection ou une réflexion venue du ministère. C'est une réalité concrète de tous les jours. Madame Lavarde, vous qui êtes, je le rappelle, spécialiste aussi du financement de l'enseignement privé, vous, sur quel levier aujourd'hui il faut, en dehors de ce dont nous avons parlé précédemment au début de cet échange, sur quel levier est-ce qu'on peut agir aujourd'hui pour faire en sorte que ça fonctionne mieux? Je vais le dire très simplement. Aujourd'hui, si je parle là conjoncturellement, je pense qu'on est quand même soumis aux règles qui encadrent en fait l'ouverture des écoles privées avec le ratio école privée, école publique. Et on voit bien dans nos territoires, pour ce que je connais bien, les Hauts-de-Seine, qu'il y a une des affectations fortes des parents vis-à-vis de l'enseignement public avec les réformes successives des programmes, des contenus, et une demande très forte pour se tourner vers l'enseignement, qu'il soit catholique ou d'autres religions, mais un enseignement qui reste, on va dire, plus traditionnel et associé à une certaine... l'histoire, ça a une continuité, par exemple. On ne commence pas à traiter de la Révolution avant d'avoir parlé des Égyptiens, par exemple. Et aujourd'hui, ces écoles ne peuvent plus accueillir l'ensemble des enfants et des parents qui sont en demande parce qu'ils ne peuvent pas pousser leur mur au-delà. Alors, moi, j'observe quand même avec satisfaction la nouvelle orientation qui est donnée par le ministère de l'Éducation nationale au contenu des programmes et le retour vers des choses simples, de bon sens. Donc, peut-être qu'on aura entre guillemets un phénomène que je qualifierais de mode, c'est-à-dire que ce n'était pas forcément des parents qui se tournaient vers l'enseignement catholique ou juif ou autre pour des raisons de conviction religieuse, mais qui cherchaient plutôt dans ce type d'enseignement un certain lien, une perpétuation de ce qu'eux-mêmes avaient pu apprendre à l'école.
Donc voilà, il y a déjà, je pense, ce phénomène certainement conjoncturel. Il faudra voir si on continue à l'observer ou pas dans la durée. Après, aujourd'hui, effectivement, on peut se poser la question de pourquoi est-ce qu'on a un tel encadrement sur l'ouverture de ces écoles à but non lucratif, mais pour autant reconnues par l'éducation nationale. Si aujourd'hui elles répondent à une demande de la société, pourquoi venir freiner leur développement ? Et pourquoi donc ne pas envisager les moyens de leur donner pour vivre ? On est effectivement dans des questions de bon sens, alors qu'on est en train de parler depuis le début de cet échange de choses parfois un petit peu compliquées. Alors, je ne sais pas, il manque du bon sens à nos gouvernants ? Il manque à mon avis ce que l'on fait ici depuis 24 heures, c'est-à-dire qu'il manque à mon avis qu'on écoute réellement les gens qui savent réellement de quoi ils parlent et qu'on ne traite pas ces affaires-là dans le 4e bureau de la 5e sous-direction de je ne sais quelle grosse direction générale de tel ministère. Pardon. L'enseignement catholique n'a pour lui-même aucun intérêt à grossir. Voilà. Nous n'avons pas d'intérêt à avoir 2 millions d'élèves ou en avoir 2 200 000. Pour nous, expansionniste. Ah non, c'est un sujet qui n'existe pas. J'ai même envie de vous dire qu'à la limite, si on ne pensait qu'à nous, on aurait plutôt intérêt à ne pas s'occuper de développement, parce que finalement, ça crée plein de soucis. Mais on est quand même confronté à une situation un peu étonnante que vous évoquiez. D'un côté, des élus qui nous demandent de nous installer, et de l'autre, alors on ne sait même plus les décompter parce qu'ils sont trop nombreux, mais des 20, 30, peut-être 40 000 élèves qui tous les ans voudraient venir chez nous et ne le peuvent pas. Pourquoi ? Parce que dans les endroits où on pourrait accueillir ces élèves, nous sommes archi remplis, pardonnez-moi du mot, mais voilà, nous sommes archi remplis. On ne peut rien faire de plus, et que pour pouvoir accueillir ces élèves-là, dans la contrainte des moyens qui nous est imposée, nous n'aurions qu'une autre solution, c'est celle de désertifier le secteur rural, ce à quoi nous ne voulons pas participer. Donc on est dans une double contrainte, avec d'ailleurs éventuellement de temps en temps les mêmes responsables politiques qui peuvent nous dire « Ah non, non, désertifiez pas le milieu rural, on a besoin de vous pour l'aménagement du territoire », et de l'autre, ah non, vous n'aurez pas de moyens supplémentaires pour accueillir les élèves des Hauts-de-Seine, par exemple. Et alors, on fait ce qu'on peut, mais il y a un moment donné où on arrive au bout, et en termes très clairement de redéploiement des moyens entre les différents secteurs du territoire national, on est en train d'arriver au bout de ce qu'on est capable de faire nous-mêmes. C'est à Bercy ou bien c'est au Parlement que les choses, selon vous, madame, se résoudront ? Je pense que c'est un peu des deux. C'est-à-dire qu'on voit bien que le Parlement, par exemple, sur le sujet que nous évoquions précédemment au Sénat, où on a des élus locaux donc, qui connaissent la réalité, savent très bien les flux entre les établissements, les collectivités et la réalité de ce que derrière représentent ces établissements dans la vie de tous les jours, dans le bien-être social. Voilà, entendre tout de suite les arguments, voit bien qu'il faut faire évoluer la loi et qu'on a fait une erreur, hein, typiquement quand on a voté sans simulation, parce que c'est bien là le vrai problème, c'est-à-dire qu'on a voté un système extrêmement compliqué. De mémoire, je crois qu'il doit y avoir 36 catégories d'établissements, tout ça modulé suivant 6 niveaux de localisation géographique. Donc je vous laisse calculer le nombre de combinaisons possibles pour déterminer la valeur locative à l'intérieur d'un département. Donc voilà, et tout ça a été fait sans simulation. Donc effectivement, on n'a pas été regarder ce qui allait se passer pour cette catégorie particulière d'établissements ou de catégories de locaux. Donc voilà, après, il faut aussi arriver à convaincre Bercy, puisque de toute façon, tous les arbitrages se gagnent à Bercy in fine. Donc quand bien même on aurait avec nous le ministère de l'Éducation nationale, après, il faudrait que ce soit une position gouvernementale. Merci madame, merci messieurs pour nous avoir éclairés sur ces sujets complexes, mais qui, quand on vous écoute bien, pourraient être réglés d'une manière finalement assez simple, à condition d'y mettre peut-être un petit peu de bon sens et un petit peu de volonté. Merci à vous, et je vous retrouve tout à l'heure à ce même micro pour d'autres échanges et d'autres invités. Merci, à tout à l'heure. Merci.